On m'a demandé de faire une courte présentation pour présenter un peu les principaux résultats de ce papier-là, qui se basait sur une caractérisation des stresseurs environnementaux dans le système du Saint-Laurent. Donc, je vais voir un peu les résultats. Ensuite, je vais parler du processus collaboratif un peu pour cette publication-là, puis dire où on en est maintenant avec les retombées de cet article-là, un peu plus d'1 an après sa publication. Donc, comme j'ai dit, l'étude se centrait dans l'estuaire et le golfe du Saint-Laurent, qui composent le système du Saint-Laurent. Donc, il y a des communautés écologiques qui sont très diversifiées et productives, qui supportent des activités économiques qui sont très, très importantes pour cette région-là. Puis en plus, le Saint-Laurent forme un continuum écologique avec le bassin des Grands Lacs. Ça veut dire qu'il est connecté de près ou de loin avec plus de 45 millions de Nord-Américains. Donc, de par sa position stratégique, le Saint-Laurent est très important pour l'économie canadienne, autant pour l'exploitation des ressources que pour l'accès au territoire. Et donc, comme beaucoup de milieux côtiers et marins un peu partout dans le monde, le système du Saint-Laurent est exposé à des stresseurs environnementaux de diverses origines, comme on peut penser au développement côtier, on peut penser aux activités portuaires, les changements climatiques, que ce soit de l'acidification, de l'hypoxie, des anomalies de température, la pêche, l'aquaculture, etc. Donc, il y en a toute une liste, une panoplie qui se retrouve dans le Saint-Laurent, mais aussi dans les milieux marins en général. Et ces stresseurs environnementaux-là imposent des pressions environnementales conjointes, si on veut. Donc, individuellement, ils vont avoir des effets sur le milieu, mais lorsqu'elles sont superposées, peuvent avoir des effets qui sont très supérieurs également. Puis, on n'avait pas vraiment de caractérisation intégrative de plusieurs sources de stress environnementaux pour le système du Saint-Laurent. Donc, à travers ce projet-là, qui s'insère dans un projet qui est un peu plus large, l'objectif était de caractériser la distribution et l'intensité des stresseurs environnementaux dans le système du Saint-Laurent. Donc, à partir de cet objectif-là, on est arrivé à effectuer une caractérisation de 22 sources de stress environnementaux dans le Saint-Laurent. Donc, on a effectué une caractérisation de leur distribution et de leur intensité. Donc, 7 stresseurs reliés au climat, comme les anomalies de température, l'acidification, l'hypoxie. 7 autres d'origine terrestre, comme le développement côtier, la pollution organique, on a mis l'aquaculture là-dedans aussi. Ensuite, 5 types de pêcheries différentes reliées au type d'engins de pêche qui étaient utilisés, comme par exemple les chaluts ou les casiers. Et finalement, 3 types de stresseurs reliés à la navigation, dont les espèces invasives, la navigation et la pollution marine. L'objectif, ce qu'on a fait essentiellement ici, c'est qu'on a combiné l'ensemble des stresseurs individuels pour arriver à une évaluation de ce qu'on appelle l'exposition cumulée. Donc, lorsqu'on fait finalement l'addition de l'ensemble des stresseurs environnementaux, qui nous permet essentiellement d'aller voir quels sont les milieux dans le Saint-Laurent qui sont le plus exposés à l'effet de plusieurs sources de stress essentiellement. Donc ici, ce qu'on voit par exemple sur cette carte-là, c'est le résultat de ce cumul-là. Donc en orange-jaune, plus c'est orange-jaune, plus l'exposition cumulée est importante. Et plus on s'en va vers le gris, plus on passe du gris foncé au gris pâle, plus cette exposition-là diminue. Essentiellement, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des sources de stress qui sont présentes dans l'ensemble du Saint-Laurent, mais plus particulièrement dans l'estuaire, autour des milieux côtiers, dans le sud du Golfe, autour des îles de la Madeleine, dans les têtes des chenaux profonds dans le Saint-Laurent et dans la Gire d'Anticosti ici. Donc, ce sont les endroits essentiellement où on a le plus grand nombre de stresseurs à haute intensité qui vont se retrouver. Puis, on voit essentiellement qu'il y a beaucoup d'activités qui se passent dans l'estuaire comparativement à ailleurs. Ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien ailleurs. Ça veut juste dire que des sources de stress qu'on a réussi à caractériser, il y en a beaucoup qui vont opérer finalement dans l'estuaire.
Ensuite, pour jeter un regard un peu différent aussi sur l'exposition cumulée à l'anti-1100, il pouvait avoir jusqu'à entre 12 et 16 stresseurs qui se cumulaient à un endroit unique. Donc, l'idée ici, on voulait essayer d'identifier des milieux qui avaient des profils d'exposition cumulée qui étaient similaires. Donc, essentiellement, quels sont des endroits où les stresseurs sont les mêmes et à intensité similaire pour voir est-ce qu'on peut délimiter des régions finalement qui sont exposées de façon similaire aux différents stresseurs. Alors, on a fait des analyses de clusters essentiellement pour identifier ces régions-là. Puis, on en a identifié 6 différentes. Les 3 premières sont des clusters qui sont essentiellement d'origine côtière. Et les 3 suivants, 4 à 6, donc plus en orangé, jaune, ce sont des clusters qui sont davantage offshore, donc en milieu marin. Et les 2 sur lesquels je veux attirer l'attention, c'est le jaune qui est le cluster 6 et le 3 qui est plus en bleu foncé. Ce sont les deux types de profils finalement qui sont les plus exposés au plus grand nombre de stress à haute intensité. Donc en bleu foncé, ce qu'on a essentiellement, ce sont des milieux qui sont affectés, qui sont exposés à des stresseurs davantage d'origine côtière et un peu d'origine marin, qui proviennent du milieu marin, comme les différents ports, là où il y a des activités portuaires, donc la navigation qui se rend à ces milieux-là, et aussi les embouchures des grandes rivières, finalement, où on a beaucoup plus d'exposition au niveau de la matière organique, etc. Et finalement, le cluster 6, qui est le cluster marin, qui, lui, est le plus exposé aussi à un plus grand nombre de stress à haute intensité, qui sont essentiellement des stress d'origine climatique, comme l'acidification, l'hypoxie, les anomalies de température au fond. Et en surface, ce sont davantage, finalement, le transit des activités maritimes qui s'en vont vers le bassin des Grands Lacs. Donc, en soi, ces deux clusters-là nous démontrent que ce sont les milieux qui sont les plus exposés, mais également, on peut voir certains endroits, dont la tête du chenal laurentien, qui pourraient potentiellement finalement être exposés au plus grand nombre de stress, parce que ce qu'on voit essentiellement, c'est une convergence de stress d'origine terrestre et de stresseurs d'origine marin qui vont tous les deux converger à la tête du chenal laurentien et à l'embouchure de la rivière Saguenay. Donc, ça, c'est un peu les principaux résultats qu'on a obtenus pour cet exercice-là. Et maintenant, j'aimerais aborder un peu le processus de collaboration pour ce travail-là. Et j'en profite essentiellement pour faire les remerciements directement dans la présentation, en fait, parce que c'est un travail de grande envergure qui requiert une expertise assez large, qu'évidemment, on ne pouvait pas posséder nous-mêmes individuellement. Donc, on a été chercher beaucoup de collaboration. On a travaillé avec beaucoup d'experts pour être capable de mettre ça en place et s'assurer que le travail qu'on faisait finalement était rigoureux. Il nous permettait d'accéder dans la mesure du possible aux connaissances les plus adéquates possibles et de les traiter de façon adéquate. Donc, on a des experts qui étaient davantage au niveau conceptuel de comment combiner les stresseurs, comment gérer les stresseurs pour l'analyse. Il y en a d'autres qui étaient davantage aux aspects technologiques. Ça, je vais y venir un peu plus tard. Et beaucoup de ces experts-là étaient essentiellement des personnes avec qui on a échangé beaucoup pour les données, comment les traiter, comment les incorporer. Donc, je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui sont encore dans la salle entre-temps. Je ne veux pas en oublier, mais je vois Peter présentement. Donc, Peter, ça a été un des collaborateurs très importants pour arriver à produire cet article-là. Et on a aussi plusieurs partenaires qui nous proviennent du milieu académique, du milieu gouvernemental, de divers regroupements de recherche et du milieu privé également, qui ont contribué à ce projet-là. Donc, face à essentiellement la masse de collaboration qui a été développée et qui était nécessaire pour ce type de projet-là, il en est sorti un objectif supplémentaire finalement qui allait au-delà d'uniquement la caractérisation des stresseurs dans le Saint-Laurent, mais qui était aussi de partager l'information qu'on avait accumulée pour cet article-là. Pour s'assurer que ça puisse être utile pour d'autres personnes, mais aussi pour essayer de
bâtir finalement une base de connaissances qui pourrait être utilisée et raffinée dans le temps, pas juste avoir un snapshot de 2010 à 2015 pour le Saint-Laurent, mais bien réussir à avoir quelque chose qu'on va pouvoir continuer d'améliorer dans le temps. Donc, ce qu'on a fait essentiellement, c'est une plateforme de connaissances sur les stresseurs qui s'appelle eDrivers, qui permet de, je vais ouvrir immédiatement ça le temps que ça load, qui permet de partager les connaissances, visualiser les connaissances aussi. Donc, on a un outil interactif que je vais vous présenter brièvement par la suite. On a un package R pour les personnes qui sont intéressées à la programmation un peu plus pour accéder aux données. Puis on travaille en collaboration avec l'OGSL pour mettre tout ça en place. Puis je vais y revenir un peu plus tard dans les retombées de cet article-là. Donc, ici, je ne sais pas si ça load, ça se peut que j'y arrive pas. Le serveur était très lent ce matin, donc c'est possible que ça load pas. Donc, je vais continuer de parler en attendant, puis au pire, j'y reviendrai. Donc, essentiellement, ce que l'outil de visualisation permet de faire, c'est un utilisateur de façon interactive de consulter les bases de données. Donc, on l'a ici, de consulter les bases de données. Donc, on a une description de eDrivers ici, qui est la plateforme de connaissances. Et on peut regarder chaque source de stress individuellement pour en voir finalement les données brutes et les données transformées. Et on peut également les combiner ensemble, essentiellement pour construire l'indice d'exposition cumulée, mais en sélectionnant uniquement finalement les stresseurs qui sont d'intérêt pour un utilisateur éventuel. Donc, éventuellement, si je sélectionne l'ensemble des stresseurs, évidemment, on obtient la même figure que je vous ai présentée plus tôt. Donc, ça, c'est ce qu'on a développé finalement pour ce projet-là et qu'on continue de développer suite à la publication de l'article dans Frontiers in Marine Science. Alors, et maintenant, qu'est-ce qui se passe, un peu les retombées de ce projet-là? On a utilisé les données de stresseurs environnementaux pour effectuer une évaluation d'effets cumulatifs dans le Saint-Laurent sur les communautés écologiques. Donc, on a combiné 18 des 22 stresseurs inclus à la plateforme pour faire une évaluation d'effets cumulatifs sur 193 espèces dans le Saint-Laurent. Donc, ça, c'est un article qui est actuellement en préparation et qui devrait être soumis sous peu. Ensuite, on travaille présentement conjointement avec l'OGSL pour continuer de développer la plateforme de connaissances qu'on a commencé à mettre en place. Donc, l'idée ici, c'est d'être capable de structurer les connaissances, pas uniquement sur les stresseurs, mais également sur d'autres aspects de l'écosystème pour être capable d'informer les évaluations environnementales en général. Ici, je parle d'évaluation des effets cumulatifs, mais ça peut être de la gestion écosystémique. Pour favoriser finalement la gestion environnementale. Donc, habituellement, les connaissances essentiellement font partie des évaluations. Puis nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de soustraire la gestion des connaissances, puis d'en créer un pôle unique pour être capable de faciliter la gestion environnementale à long terme. Et finalement, on est en train aussi de travailler pour inclure la zone atlantique, pour faire le même type de travail pour les biorégions de Terre-Neuve-Labrador et de Scotian Shelf, c'est le plateau néo-écossais. Donc, le plateau néo-écossais est déjà commencé avec des gens à Halifax, donc on travaille déjà là-dessus. Puis, c'est un travail qui devrait être en cours jusqu'en 2023-2024. Donc, je veux encore remercier tout le Québec Océan de nous avoir décerné le prix pour notre publication. Puis, personnellement, j'aimerais aussi remercier l'ensemble des collaborateurs, l'ensemble des co-auteurs qui ont participé à cette étude-là, sans qui le travail d'intégration aurait été tout simplement impossible. Puis, c'est grâce à vous que cet article-là a pu être publié. Puis, je vous en remercie énormément. Merci beaucoup. Bien, merci beaucoup, David, pour ta belle présentation, puis toutes mes félicitations pour le prix pour votre publication conjointe. Est-ce que les gens présents voudraient poser des questions à David? Profitez-en, on a un peu de temps pour discuter avec David de ses recherches, de ses travaux.
Moi, je vais te poser une petite question. Est-ce qu'il va y avoir un aspect temporel aussi dans cette base de données? On travaille présentement, on a un projet qui est débuté avec nos étudiants qui va s'intéresser davantage aux aspects temporels des stresseurs cumulés. La réalité, c'est que ce n'est pas l'ensemble des bases de données qu'on a entre les mains présentement qui nous permettent d'avoir une résolution temporelle suffisante pour avoir vraiment une évaluation temporelle on va dire exhaustive, mais il y a plusieurs bases de données qui le permettent. Puis encore une fois, je reviens souvent sur Peter dans la présentation, mais entre autres les données issues du programme de monitoring de la zone atlantique qui nous permettent de faire ça, les données de pêche, etc. Donc, c'est quelque chose, c'est un élément sur lequel on travaille présentement, qui n'a pas encore été fait, mais qu'on aimerait inclure pour les données qui nous le permettent. Merci. Est-ce que d'autres personnes souhaitent poser des questions à Brigitte? Oui, David, je veux savoir, c'est quoi la plus grande limitation que tu as rencontrée dans ton travail de collaboration? C'était l'harmonisation des variables, le contact avec les gens, trouver les bons interlocuteurs. Donc, à quel niveau ça se situe? C'est à plusieurs niveaux, en fait. Ça dépend d'un à l'autre. C'est comme bâtir une base de connaissances un peu de zéro. Puis je ne veux pas dire qu'il n'y a rien, mais on entre dans un projet où on veut faire de l'intégration de données, puis il faut faire le travail d'aller identifier les différentes sources de données qui sont disponibles. Donc, dans certains cas, c'était très facile d'y accéder. Les données étaient déjà formatées, puis les communications étaient très faciles pour en arriver jusque-là. Dans d'autres cas, on avait accès à des données, mais pas vraiment de ressources pour être capable de les traiter. Dans d'autres cas, certaines données, on sait qu'elles existent, mais on n'a pas nécessairement réussi à mettre la main dessus dans le cadre de ce projet-là. Donc, je pense que c'est vraiment plusieurs éléments qui... c'est ça, pas uniquement un seul. J'ose espérer que ce type de projet-là va permettre justement de faciliter ce type d'acquisition de connaissances-là dans le futur pour être capable de repartir d'une certaine base. Mais en général, les personnes, les experts, les collaborateurs ont envie de partager, ont envie de collaborer. Il y a juste beaucoup de variabilité au niveau de la qualité des données, la qualité du format des données qui sont transférées. Donc, il y a quand même un gros travail technique à faire. Au-delà du travail de collaboration et de communication, il y a un gros travail technique à faire en arrière. Puis je pense que ce type de plateforme-là, justement, j'espère, va permettre de structurer finalement les connaissances pour faciliter la suite. Je ne sais pas si je réponds à ta question. J'aurais aimé ça donner un aspect en particulier, mais j'ai de la difficulté. Là. Je me doutais un peu de ta réponse, mais je voulais t'entendre là-dessus parce que je me doute que c'est ça, il y a des problèmes techniques énormes à résoudre. Et puis, justement, je me demandais combien de temps ça t'a pris avant d'arriver à avoir toutes ces cartes-là, là, de l'entièreté de ton doctorat ou plus que ça encore? Ça a pris un bon 3 ans. Mais à travers ça, je commençais pas un scientifique des données aguerri avec un peu... je pars dans une ligne droite, puis je sais exactement où je m'en vais. Fait que moi aussi, j'avais un apprentissage à faire dans tout ça. Mais c'est long parce qu'il y a beaucoup de gens à contacter, puis il y a toujours des délais qui se rajoutent. Puis une fois qu'on a réussi à faire quelque chose, tout d'un coup, quelqu'un va lever la main pour dire on a une autre source de données qui serait disponible. Fait que là, OK, on enlève ce qu'on a déjà fait. Je dirais la partie que je trouvais la plus difficile, c'est davantage mental, c'est de savoir qu'il y a beaucoup de gens qui font le même type de travail, qui demandent le même type de données, puis que ces requêtes-là se multiplient et se multiplient et se multiplient parce que tout le monde, où il y a beaucoup de gens qui font le même travail. Puis c'est de savoir qu'il y a une duplication d'efforts énorme pour faire le même type de travail. C'est un peu cette partie-là que je trouve difficile, pas dans mon travail personnel, mais je pense davantage à une échelle supérieure, on va dire en utilisation des moyens, optimisation des moyens pour faire la recherche.
Ouais, mais d'un autre côté, ça peut permettre de valider les résultats aussi, d'avoir plusieurs approches, plusieurs équipes qui travaillent sur le même problème. Oui, là où... En fait, j'ai rien contre la... Évidemment, non, ce que tu dis, c'est très, très, très valide. Là où j'ai un petit peu plus de difficulté, c'est de savoir que la donnée brute, y accéder parfois peut être plus ou moins difficile pour une panoplie de raisons différentes. Puis il n'y a rien qui nous empêcherait d'avoir, par exemple, un produit qui sort d'une organisation qui est déjà disponible et formaté et accessible. Ce qui veut dire que si ça, c'est disponible, on va passer davantage de temps à penser aux aspects conceptuels, à penser aux analyses, plutôt qu'à penser à accéder aux données, les mettre en forme pour être capable de jouer avec. Parfait. Merci beaucoup. D'autres questions? Jean-Éric? Je me demandais, David, évidemment, pour produire des cartes comme ça, évidemment, souvent, il y a de l'extrapolation ou de l'interpolation là, qui se fait surtout pour délimiter les contours. Est-ce que dans ton travail, tu as pu aussi, qui est un peu la contrepartie de ce que tu nous montres, identifier des zones où tu considères qu'il y a un manque de résolution ou de connaissances, je dirais, criant pour bien évaluer à quel point certaines régions sont impactées? Ce travail-là n'a pas été fait. Je pense que ça serait important de le faire. Par contre, c'est que ça va changer d'une base de données à l'autre. Donc, je vois comment on pourrait commencer à aborder le problème. Mais ça serait à plusieurs niveaux, en fait. Il y aurait un niveau qui serait davantage sur la qualité des données individuelles et ensuite sur des régions individuelles. Donc, par exemple, je peux dire le milieu côtier, c'est moins pire qu'au niveau biologique parce qu'on a quand même des données en milieu côtier pour caractériser les stresseurs ou du moins des proxys pour caractériser les stresseurs. Mais il y a quand même un manque. Puis ce qui est un peu paradoxal parce que c'est l'endroit où on voit qu'il y a la convergence de plus grand nombre de stresseurs. Donc, il y aurait un travail supplémentaire à faire à ce niveau-là. Je ne veux pas trop m'aventurer dans les stresseurs individuels parce qu'évidemment, on a travaillé avec des experts disciplinaires pour cette partie-là. Donc, peut-être qu'eux pourraient avoir une opinion qui serait davantage critique sur les couches individuelles. Okay. Merci. On a une question de Camille Lavoie. De quelle manière aimerais-tu que eDriver soit utilisé et par qui? J'aimerais que eDriver soit utilisé pour consolider une communauté d'experts qui sont dédiés à caractériser et partager les connaissances sur les stresseurs environnementaux dans le Saint-Laurent et ailleurs. On essaie de le faire ailleurs. Pour l'instant, ça a été davantage pour le Saint-Laurent. Et si on est capable de mettre ça en place, l'utilisation ultime que j'en vois essentiellement, c'est vers la gestion adaptative pour être capable d'améliorer dans le temps finalement les couches de données qui sont présentes et que ça se fasse de façon un peu automatique et non pas moi qui fais le code en arrière tout le temps pour produire la nouvelle base de données intégrative. Puis en termes d'utilisateurs, je verrais autant gouvernemental que scientifique que des preneurs de décision. Donc, c'est une des raisons pour laquelle on a construit un outil interactif. C'est pour être capable de faciliter la visualisation de bases de données qui sont complexes et qui offrent à un utilisateur différentes façons de visualiser l'information. Mais je pense aussi que cette information-là la base de données intégrative derrière pourrait être très utile pour tester d'autres questions. Donc, prendre les données scientifiques pour tester des nouvelles questions ou même guider des échantillonnages sur le terrain pour être capable d'aller valider certaines observations de terrain. Bien, merci David. Je pense que ça répond à la question, effectivement. Et s'il n'y a pas d'autres questions, vous pouvez, si vous en avez plus tard, vous pouvez toujours, je pense, contacter David. Ça lui fera plaisir de répondre à vos questions. Encore félicitations pour ton prix. Puis on va continuer encore avec le dévoilement
Effectivement, on peut prendre un petit 5 minutes pour te féliciter, David. David et tous les co-auteurs de la publication, parce qu'ils sont nombreux quand même. Effectivement, c'est une publication conjointe, c'est David et tous ses collaborateurs et tous les co-auteurs, donc félicitations aussi à tout le monde.